Bienvenue sur la plateforme Jeunes et Ambitieux. Je suis Faisal Kemtouré et aujourd'hui nous poursuivons la deuxième partie de notre échange avec Jean-Pierre Doumbouya. En rappel, Jean-Pierre est analyste financier au sein d'une société de technologie basée à Montréal au Canada. Dans la première partie de notre entretien, on a abordé son parcours depuis le lycée jusqu'au stade actuel de sa carrière professionnelle. Dans cette deuxième partie, nous rentrerons dans les détails de son métier pour comprendre ce que c'est que l'analyse financière et qu'est-ce que nous pouvons tirer comme expérience de ce domaine de l'économie à l'international. Sur ce, pour continuer toujours dans les questions, je voudrais qu'on revienne un peu à ta spécialité, notamment l'analyse financière. Pour quelqu'un qui ne connaît pas ce domaine-là, comment est-ce que tu pourrais l'expliquer à quoi ça consiste exactement l'analyse financière? Quelles sont les tâches quotidiennes d'un analyste financier et dans quel type d'entreprise, en fait, un analyste financier peut travailler? Alors, l'analyse financière, je dirais que c'est assez vaste parce que analyse financière, en général, c'est cette personne-là qui va analyser un secteur. Donc, comme on dit analyse, c'est quelqu'un qui a un très bon esprit d'analyse parce qu'on va prendre un exemple, quelqu'un qui doit conseiller sur un investissement dans un pays donné. Disons, la personne veut investir dans une société particulière. Je prendrai, par exemple, prenons le cas du Burkina. Si quelqu'un veut acheter des actions de Lonatel, quelque part, la personne va regarder le contexte, en fait. Ça dépend c'est la personne qui définit son échantillon. Mais la personne va dire que, OK, est-ce que je regarde le contexte ouest africain? Bon, on va dire le Burkina, c'est encore mieux. OK, je regarde le Burkina Faso, c'est dans quel secteur? Oh, télécommunications. Comment se comporte le secteur de la télécom au Burkina? OK, télécommunications, il y a beaucoup de choses dedans. Télécommunications, il y a peut-être les radios, il y a tout ça, il y a les compagnies téléphoniques, il y a tout ça. La personne c'est comme, on va dire, comment j'appelle ça? C'est comme un entonnoir, en fait. La personne va filtrer. OK, comment se comporte le secteur? OK, le secteur se comporte au Burkina. OK, d'accord. OK, on redescend. OK, on va regarder au niveau de Ouagadougou. Comment se comporte en fait le secteur de la téléphonie au Burkina? OK, ça se comporte comme ça. Donc, téléphonie, d'abord, la personne va regarder les trois réseaux. Il y a Télécel, Airtel et puis Telmob. OK, on redescend. On va dire maintenant, c'est Telmob le choix. On va sur Telmob. On va analyser les états financiers de Telmob pour voir un peu. Bon, ça, c'est une façon vraiment, une description très sommaire. Donc, la personne va aller voir un peu, les résultats de Telmob, comment Telmob est aujourd'hui. À l'heure où je regarde, Telmob est comme ça. OK, je regarde par exemple sur les dernières années. Quel a été le rendement de Telmob? Est-ce que le dividende? Donc, il y a tellement de ratios, on va dire, généralement, c'est des ratios qu'on va regarder qui vont nous donner, c'est comme des ratios, des indicateurs. Non, il y a des indicateurs de performance, des indicateurs de croissance. Donc, c'est de voir tous ces indicateurs et puis dire que, tellement ils étaient comme ça, ils ont fait ça dans les dernières années, en ce moment, ils sont comme ça. Et quelles sont les perspectives? Qu'est-ce qu'eux, ils disent qu'ils vont faire? Parce que ça, c'est de l'information encore. Donc, l'analyste, en fait, c'est celui qui a l'information très tôt, qui pourra vite réagir. Donc, moi, je n'ai pas fait de l'analyse financière comme ça, proprement dit, mais je peux dire que j'étais analyste financier parce que j'ai analysé certaines, pas des états financiers, mais des données financières, de l'information financière, donc des prix d'actions, des prix d'actions, des prix de fonds. Donc, j'ai eu à analyser des prix comme ça et puis mais on a des outils. Il y a des outils qui sont là où on va te dire que bon, nous, si le prix d'une action a varié de moins de 5%, on s'en fout. Mais si ça varie de plus de 5%, pourquoi est-ce que ça varie de plus de 5%? Donc, c'est vraiment des paramètres, des critères que chaque institution va avoir. Elle va dire que, non, ici, si le prix varie de plus de 5%, il faut chercher à comprendre. Et en ce moment, quand tu as par exemple un titre qui a varié de peut-être 10-15%, tu vas aller chercher à savoir pourquoi est-ce que ça a varié, pourquoi c'était tant volatile. Donc, il y a des systèmes et des plateformes, par exemple, des plateformes qu'on appelle Bloomberg,
où tu peux aller rentrer de l'information, chercher à comprendre. Ah, tiens, tu vas dire, ah, mais la compagnie a été rachetée, ou bien la compagnie, elle a fusionné, ou bien ou bien voilà. En tout cas, il y a eu quelque chose, en fait, qui s'est passé. Tu vas chercher à voir, ah, c'est ça qui explique comme ça. Et ça, c'est de l'information, en fait, que certains départements vont utiliser pour pouvoir gérer le risque, en fait, associé à cela. Et donc, ça, c'est un secteur qui m'intéresse de plus en plus, la gestion de risques. Donc, notamment, il faut avoir des compétences en informatique pour développer des choses, notamment des macros sur Excel. Alors, donc, je disais, en fait, c'est vraiment d'expliquer, en fait, le rôle de l'analyste financier, c'est d'expliquer, en fait, des écarts, des variations et faire des conseils, des choix d'investissement. Donc, ça, c'est un peu ça le rôle de l'analyste financier. Et chez nous, quand je regarde, en fait, c'est quelque chose qui est très, très, très important et très intéressant chez nous, en fait, parce que de plus en plus, les activités se développent. Il y a beaucoup de choses à faire. Et souvent, quand moi je regarde, en fait, quand je compare les pays ici et chez nous, il y a beaucoup de choses à faire chez nous. Et parce qu'ici, à un moment donné, on stagne. Parce que ici, à un moment donné, tu évolues, un temps, tu atteins un certain niveau où tu stagnes un peu. Donc, faut penser aussi à développer des choses chez nous. Il faut penser à mettre en place des structures, mettre en place des projets. Il faut aider les gens, il faut accompagner. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose de crucial, en fait, dont la diaspora devrait éventuellement accompagner les gens dans ce sens-là. Et quand on parle d'analyse financière, il y a beaucoup de compagnies que je vois aujourd'hui qui se sont créées, que ce soit au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Mali, qui sont dans l'investissement, qui sont dans tout, donc qui font de l'analyse financière, tout ça. Donc, c'est sûr que c'est des emplois qui vont se développer très, très, très rapidement. Et puis, ça grossit. Le secteur est en plein essor. Et c'est le moment bon, c'est sûr que ça va jamais s'arrêter. Ça continue de grossir, ça grossit, ça grossit. Et c'est un secteur très intéressant. C'est vrai, très compétitif. Parce que de nos jours, de plus en plus, dans la vie financière, il faut se démarquer par quelque chose. Soit tu te démarques par, si on veut parler académique, par ta formation académique, donc ton diplôme, qu'est-ce que tu as fait, et en plus de ça, il faut ajouter l'expérience professionnelle. Mais tu verras que de nos jours, il y a beaucoup de certifications maintenant qui se font, qui ont qui ont le même poids qu'une maîtrise. Si tu regardes par exemple dans le domaine de la finance, aujourd'hui, il parle de CFA, c'est Chartered Financial Analyst. C'est un examen assez lourd qui se passe en 3 niveaux. Donc, le niveau 1 où tu vas bosser des tonnes de choses, tu composes 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Le niveau 2, quand tu es le niveau 1, tu peux passer le niveau 2 maintenant. Ensuite, tu passes le niveau 3. Et quand tu es le niveau 3, il faut que tu prouves que tu as accumulé, peut-être par le passé ou bien à partir de ce moment-là jusqu'après. En tout cas, il faut que tu prouves que tu as 4 années d'expérience pertinente dans le domaine pour qu'on puisse te délivrer ce titre-là, cette certification. Et quelque part, une fois quelqu'un me disait que de nos jours, ce qui te définit, ce qui va comme on dit, entre griffes, te faire respecter quelque part, ce sont les lettres que tu as avant ton nom de famille et les lettres que tu as après ton dernier prénom. Parce qu'aujourd'hui, si tu es quelqu'un, tu as un doctorat, chez nous dans le contexte francophone, ils vont mettre DR, Faisal Kientoré, ou bien si c'est plus côté américain, anglo-saxon, ils vont mettre Faisal Kientoré, PhD. Aujourd'hui, en analyse financier, on va voir peut-être CFA. C'est pas un impératif de l'avoir, mais c'est un plus. Donc aujourd'hui, tu vas voir, c'est pourquoi on voit souvent à la fin des prénoms, les gens mettent une virgule, par exemple CFA, ou ils vont mettre CPA, ou ils vont mettre, en tout cas, ils vont mettre des lettres. Généralement, c'est 3 lettres, 4 lettres qu'ils vont mettre. Et ça, en fait, c'est des choses qui te différencient tout de suite. Un exemple, quelqu'un qui est à Ouagadougou, qui a fait son CFA, je pense qu'ils le font au Ghana, il est intégralement en anglais. Quelqu'un qui a fait son CFA et qui veut postuler pour un job quelque part, si un gars des ressources, ou bien un directeur de département regarde son CV, va dire que, ah, mais lui, là, il a du CFA, mais il a des connaissances. Il pourrait chercher à te rencontrer pour discuter avec.
Donc, c'est des choses il faut aussi regarder. Il faut regarder. C'est que beaucoup chez nous, en fait, les gens n'ont pas, pardon, beaucoup cette culture-là parce que euh, ils se disent comme c'est en anglais. Donc, ils se disent qu'ils n'ont pas accès à ça. Mais c'est des choses qu'il faut aussi considérer pour pouvoir être dans le game, quoi, comme on le dit. Ok, parfait. Très intéressant ce qu'on apprend avec toi. Toujours pour continuer dans les questions, toujours dans ta spécialité, bien sûr. Ces derniers temps, on a constaté qu'on parle beaucoup d'investissement. Et quand on parle d'investissement, il y a beaucoup de sociétés qui s'orientent vers l'Afrique où il semble que le taux d'intérêt est assez conséquent. Par exemple, quand on prend le cas de la Côte d'Ivoire, ces récentes années, on constate que l'économie a vraiment fait de grands bonds. Et ce qui fait que les banques ont engagé, on dit cette année, les intérêts ont vraiment grimpé. Ça va au-delà des 6%, 4%, 5% qu'on a l'habitude de voir. Et ça va jusqu'à deux chiffres souvent. Et donc, tout cela nous amène à nous intéresser aussi à ce domaine-là, à essayer de comprendre en fait ce qui s'y passe et est-ce qu'on a aussi des trucs qu'on peut tirer de ça. Alors, je suis tenté de te poser des questions, notamment dans les investissements. Est-ce que c'est un domaine qui vous concerne également et qu'est-ce que tu as comme recommandation? Parce qu'on sait que certains d'entre nous aussi ont atteint un certain niveau où on met de l'argent de côté, peut-être pour construire, pour faire ceci ou cela, mais ça n'empêche pas que s'il y a des investissements rentables, conséquents, dans lesquels tu peux mettre ton argent et retirer quelque chose de plus gros, on le fasse également. Donc, est-ce que étant du domaine financier, tu as des recommandations dans ce sens-là? D'accord, très bien. Alors, les investissements en Afrique, c'est sûr que quelque part, on va dire que le risque est moins élevé. D'abord, il y a moins de risques sur les investissements. C'est presque des investissements, c'est-à-dire on va dire que c'est des investissements sûrs. Il y a toujours du risque, mais le risque n'est pas aussi élevé que ce qui se passe dans les pays ici comme ça. Alors, je te dirais même que, bon, on va voir que des sociétés minières canadiennes, australiennes qui investissent, américaines qui investissent, qui viennent travailler au Burkina. Mais hormis ça, il y a des institutions financières qui ont des investissements en Afrique, qui participent, par exemple, l'année dernière, il y a une banque, j'oublie le nom encore, et c'était au Togo, et la banque avait fait une ouverture de capital, donc pour permettre aux gens de pouvoir investir, acheter des actions. Mais quelque part, qu'est-ce qui se passait derrière? Apparemment, c'était un gros fonds d'investissement américain qui s'était retiré en fait. Donc, ils tentent de vendre les parts de ce fonds américain-là. Moi, je regarde, il y a des banques canadiennes qui ont des investissements euh, en Côte d'Ivoire. Quand je regarde un exemple, je ne sais pas, peut-être que c'est sûr qu'il y a des gens qui vont voir ça, les caisses populaires qu'on a à Ouagadougou. Depuis toujours, on voyait les caisses populaires, des jardins. Mais je me suis rendu compte que c'est une structure canadienne. C'est une structure canadienne qui existe ici. Et puis, c'est pas une banque, c'est une coopérative. Donc, c'est un peu comme au pays, c'est des coopératives. Donc, c'est des compagnies qui vont investir, qui vont faire des investissements là-bas parce que et ils tirent beaucoup d'argent là-bas. Par rapport aux investissements à faire, moi, je dirais que c'est sûr, il y a de bons investissements. Il y a de bons investissements à faire. Il y a de l'argent qu'on peut placer dans certaines choses. C'est sûr qu'aujourd'hui, quand tu places de l'argent dans un compte d'épargne, bon, moi, je ne sais pas, mais moi, personnellement, je dirais que c'est bon. Placer de l'argent dans un compte d'épargne, oui, on économise de l'argent pour un projet. Mais il ne faut pas compter sur les intérêts d'un compte d'épargne, en fait, pour dire que, ah oui, ça va grossir parce que si tu places, tu as un exemple, tu as 1 million dans un compte d'intérêt, dans un compte d'épargne, quand on te donne du 5% par an, tu n'as pas grand-chose. Donc, mais il y a des investissements qui sont beaucoup plus lucratifs, mais ces investissements aussi qui sont plus lucratifs, comme on le dit en finance, plus le rendement est intéressant, plus le risque est de perdre aussi est gros. D'où l'importance de la diversification de son portefeuille. Donc, quand on va dire, peut-être quand on parle de portefeuille, on va dire que, bon, ok, Faisal, son portefeuille, c'est, ok, il a un investissement, il a acheté un terrain ici,
il a investi, il a un compte d'épargne, il a acheté, disons, un camion qui fait du transport. Donc, tout ça, ça constitue le patrimoine, le portefeuille de Faisal. Donc, il y a des investissements intéressants, il faut diversifier, mais avant d'investir dans quelque chose, il faut chercher à comprendre le risque, en fait, qu'on est en train de prendre. Si le risque est vraiment élevé, il ne faut pas mettre de l'argent qu'on pense, si jamais on perd cet argent-là, on ne pourra plus vivre. Parce que si je dois prendre de l'argent, je dis, bon, ok, moi je vais investir dans quelque chose, c'est intéressant, je vais investir là-bas, et que je sais que si je perds cet argent, je ne pourrai pas payer mon loyer dans 2 mois, je ne vais pas le faire, ou bien je ne pourrai pas manger, ou bien que je n'ai pas d'argent et que je dis, bon, ok, moi je n'ai pas d'argent, mais j'ai vu un bon business là, je vais investir là-bas, et dans 3 mois, j'ai un gros rendement. Mais je n'ai pas d'argent. Je dis, hey, tiens, Faisal, écoute, est-ce que tu peux me passer 1 million de francs CFA? J'ai vu un très bon business, je veux faire quelque chose, je te rembourse avec intérêt 10% ou bien 20% dans 3 mois. Non, 1 million, je te remets par exemple, bon, je te remets 1,1 million. Toi, tu me dis, bon, ok, il n'y a pas de problème, toi, tu as un excédent dans ton compte. Tu vas me dire, bon, ok, Jean-Pierre, je connais bien Jean-Pierre, il n'y a pas de souci. Ok, Jean-Pierre, je te passe les 1 million. Moi, je n'ai pas mesuré le niveau de risque, je vais investir là-bas, et pouf, 1 mois après, tout a disparu. Qu'est-ce que je me retrouve à faire? Je dois 1 million à Faisal. Je dois 1,1 million à Faisal. Faisal pourrait me dire, bon, ok, il y a un problème, mais en tout cas, mais 1 million là, moi, c'est de l'argent que je voulais, que j'avais gardé parce que, je sais pas, je voulais envoyer ça à la famille, au pays pour faire telle chose, ou bien, non, en tout cas, j'avais un truc à faire avec ça. Donc, c'est de vraiment comprendre le risque. Il y a des compagnies qu'on a vu naître, qu'on a vu grandir, qui font de bons rendements. Il y a des compagnies qu'on voit aujourd'hui qui sont nées. Il y a beaucoup d'arnaques aussi, il faut comprendre. Il y a beaucoup d'arnaques. Il y a beaucoup d'arnaques. J'ai vu des trucs en ligne où on disait qu'il y a des gens qui ont, dans un pays, quelque part en Afrique centrale, je sais pas, ou bien c'était où là, bon, en tout cas, je sais plus trop, où le gars, il disait aux gens, ah oui, mais venez investir, je vous garantis tant de rendement. Les gens sont venus investir, ouf, le gars a disparu. Donc, il faut regarder la crédibilité de la compagnie. Il faut regarder, donc, voir la crédibilité. Il faut voir le niveau de risque. Voilà. Tout à fait. À titre d'exemple, je ne sais pas si tu as eu des échos par rapport à l'ANAC qui s'est passée en Côte d'Ivoire dernièrement, notamment sur l'agrobusiness. Oui, effectivement. Oui. Ouais. Là-dessus, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que ils ont effectivement fait des montages financiers et de sorte que le projet qui était présenté aux gens paraissait en tout cas très alléchant. Et les gens se sont investis là-dedans. Comme quoi, quand tu déposes 1 million cette année, dans 6 mois, tu peux récupérer 3 millions, voire 300% de taux d'intérêt. Du coup, les premiers qui se sont souscrits, ils ont rapidement eu ces 3 millions-là. Et eux aussi ont convaincu le reste. Au final, beaucoup de personnes se sont investies là-dedans et le système s'est plombé. Mais derrière tout ça, ce qu'on a compris, c'est qu'il s'agissait en fait d'une pyramide de Ponzi, non? Où en fait, c'est les premiers qui prennent en fait l'argent qui a été payé par les derniers. Mais tôt ou tard, quand il y aura plus de derniers qui vont financer le système, il y a certains qui vont perdre leur argent, qui ne pourront pas récupérer. Et c'est ce qui s'est passé pour ce cas d'investissement dans l'agrobusiness. Mais en tout cas, le projet était présenté de la sorte comme si il s'agissait en fait de prendre votre argent en tant que client et les investir dans l'agrobusiness, notamment dans l'agriculture pour la production des produits vivriers comme la tomate, les légumes et autres. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, en tout cas à majorité agricole, avec un climat très favorable pour l'agriculture, c'était compréhensible, mais malheureusement, les acteurs de ce système-là n'ont pas vraiment joué franc jeu et les gens ont beaucoup perdu de l'argent. Dernièrement aussi, il y a des banques d'investissement qu'on voit un peu poussées de partout ici en Afrique. Il y a un par exemple à Dakar, je ne sais pas si tu en as entendu parler, qu'on appelle BDK. Et je pense qu'ils se sont aussi installés en Côte d'Ivoire
BDK, c'est pour dire Banque de Dakar. Ils ont des produits comme les comptes de titres. Et du coup, je suis tenté de te demander si c'est des choses que tu maîtrises. Est-ce que tu crois que c'est des choses dans lesquelles, en tout cas, c'est intéressant d'investir ou pas, notamment dans les titres publics et aussi dans l'achat d'actions, d'obligations? Est-ce que ce marché-là, c'est quelque chose d'intéressant pour vous qui êtes des financiers, ou c'est un marché assez volatile où il faut pas s'aventurer quand on est quelqu'un qui s'y connaît pas trop? Alors, je vais rebondir par rapport à l'agro-business en Côte d'Ivoire. Effectivement, j'en ai entendu parler. En fait, on a beaucoup, il y a tellement de choses qui se disent là-dessus. Et puis, certains vont dire que, ah non, c'est le gouvernement qui a fait ci, certains vont dire que c'est ça. Bon, chacun va dire les choses. Il y a différentes parties et chaque partie va dire les choses selon son avantage et dénigrer l'autre. Moi, quand ça se faisait, je n'ai pas été vraiment au courant, mais moi, je connais des gens qui ont fait beaucoup d'argent dans ça. Je connais des gens qui ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent avec ce truc d'agro-business. Comme tu l'as dit, en fait, on dit que c'était un système de Ponzi où, voilà, on prend l'argent des gens pour payer tout ça. Mais quelque part, il faut voir. Vous savez, je n'accuse personne. Mais il faut voir souvent qu'il y a certaines choses, même aujourd'hui, tu verras, même au Burkina, il y a des structures qui sont nées aujourd'hui qui investissent dans tout ce qui est devises étrangères. Bon, dernièrement, on apprenait, je sais pas, peut-être tu as appris, il y a des compagnies au Burkina, il y a quoi, Kama Trading, quelque chose comme ça. Eux, ils investissent dans les devises étrangères. Alors, il faut voir que c'est des structures qui sont très, très, très lucratives parce qu'elles te promettent des rendements à 2 chiffres. Mais il faut voir que pour une structure comme ça, qui investit dans des devises étrangères, dans des devises, parce que on dit le franc CFA, c'est pas une devise, donc dans des devises étrangères du Nord, notamment l'euro, l'euro, le dollar américain, le dollar australien, le franc suisse, ce sont des devises en fait dans lesquelles il y a beaucoup de transactions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle plus du marché, par exemple, Forex, ou bien du marché des devises, ou bien du marché FX. C'est un marché dans lequel il y a beaucoup de transactions. Ça va à 5 trillions de dollars par jour de transactions. C'est très, très, très lucratif. Il y a beaucoup d'argent à aller chercher là-bas. Et donc, il y a des structures qui sont venues naître. Je ne connais pas ces structures. Je ne connais personnellement pas des gens dans ces structures. Je ne travaille pas pour ces structures-là. Mais au début, quand ces structures-là sont nées, il paraît que les banques allaient vers ces structures. Les banques allaient vers ces compagnies-là et tout pour savoir ce qu'ils font. Et puis, bon, lier des partenariats. Et avec le temps, ce qui s'est passé, on comprend que la plupart des temps, si toi, Faïsal, moi, Jean-Pierre, on a de l'épargne, on a de l'argent dans un compte d'épargne et que on veut investir, on voit que c'est très intéressant, on veut investir dans ça. Donc, quelque part, on va aller retirer notre argent du compte d'épargne. Donc, il y a des gens qui vident leur compte d'épargne pour l'investir dans ces structures-là. Mais ces structures-là, l'argent qu'elles prennent, elles vont mettre cet argent sur les marchés étrangers. Donc, cet argent ne roule pas au Burkina, par exemple. Et là, ce qui va se passer, c'est que si tout le monde, toi, moi, nos cousins, nos amis, nos familles, chacun va retirer son argent à la banque manque quelque part de liquidité. Alors que c'est la liquidité, c'est elle qui permet à la banque de pouvoir rouler. Parce que la banque, nos banques commerciales, leur rôle, c'est de prendre l'épargne des gens et de le prêter à d'autres personnes à des taux plus importants, de façon très basique. Donc, ils utilisent l'argent. Si les banques sont à court de liquidité, quelque part, elles vont avoir des problèmes. Et quelque part, une structure comme la BCAO, qui est chargée de réguler ces banques commerciales, elle, quelque part, elle dépend, parce que ces banques commerciales font des dépôts dans ces structures-là. Donc, entre-temps, on voit que, bon, il n'y a plus d'argent qui circule. Donc, quelque part, ils vont s'arranger à ce que ces structures-là disparaissent. C'est mon analyse personnelle. Je ne suis pas de conseiller quelqu'un d'aller investir là-bas. Ce n'est pas un conseil d'investissement. Mais c'est vraiment de regarder les choses, vraiment de prendre les choses avec des pincettes et puis de ne pas vraiment, comme je l'ai dit, investir de l'argent. Que si on perd, ça va nous causer un gros dommage. C'est mieux d'investir un peu dans ça, investir un peu dans l'autre côté, de diversifier. Là, au moins, quand on a une perte ici, on peut avoir un gain là-bas. Tu as parlé tout à l'heure de la BDK. BDK, je pense que j'ai vu quelque chose sur LinkedIn ou bien sur Facebook par rapport à la BDK, un truc comme ça. Bon, si c'est une structure qui est née et qui est accréditée par le gouvernement,
et qui est dans tout ce qui est émission dans les ventes d'obligations, des bons du trésor, ça, c'est des investissements, on va dire, qui sont quasiment sûrs parce que les obligations, en fait, c'est les investissements qu'on dit sûrs. C'est sûr, en fait. Les investissements, c'est sûr. Parce que quelqu'un qui achète une obligation gouvernementale, si on prend le gouvernement du Sénégal qui émet une dette, quelque part, elle va toujours rembourser, ça c'est clair. Sauf que les intérêts, parce qu'il y a moins de risques, donc le rendement est bas parce que le gouvernement ne peut pas faire faillite. Ça, une entreprise X peut faire faillite, mais un gouvernement ne peut pas faire faillite. Si le gouvernement se trouve à court de liquidité, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va augmenter les taxes. C'est tout. Et puis, il a de l'argent qui rentre et puis il continue de rouler. Donc, le gouvernement a toujours remboursé ses dettes. C'est ce qu'il paye, les intérêts qu'il paye sur les obligations, c'est ce qu'il appelle des coupons. Mais généralement, c'est pas beaucoup. Tu vois, quand on dit du 6% annuel, quand tu prends 6% annuel, si tu investis 1 million, c'est-à-dire que dans l'année, on va te remettre quoi? 60 000. Donc, tu investis 1 million pour voir un peu le ratio de investissement à rendement. Donc, ça, c'est quelque chose à considérer. Il y a les actions. Les actions, dernièrement, je dirais qu'il y a le marché des actions. Dernièrement, je n'ai pas suivi dernièrement, mais il fut un moment où le marché des actions, en fin d'année, le marché des actions, ça stagnait un peu, ça ne bougeait pas beaucoup. Moi, je suis plus une personne qui aime le risque. Donc, moi, je vais plutôt aller chercher une compagnie, par exemple, je vais chercher les compagnies qui se lancent déjà en bourse. Quand tu regardes, par exemple, le cas de Jumia, tu vas connaître, Jumia en Côte d'Ivoire. Effectivement, Jumia qui a été coté dernièrement Mhm, à l'une des sociétés africaines dans le domaine de la technologie, qui a mhm. bénéficié de l'intégration au niveau de la bourse de New York. En tout cas, c'est quelque chose d'exceptionnel qui vient de se passer. Maintenant, je t'écoute. Peut-être que s'il y a des opportunités là-dedans, tu pourras nous exposer plus amplement cela. Ok, donc Jumia, en fait, je pense que j'ai appris très rapidement l'entrée en bourse de Jumia, mais c'est une chose à laquelle je n'ai vraiment pas fait attention. Honnêtement, je n'ai pas du tout fait attention à ça et je pense que Jumia est rentré en bourse le 12 avril. Quand Jumia est rentré en bourse ce jour-là, je me suis tiré les cheveux. 2 jours après, j'ai un ami qui m'a écrit, il m'a dit, ah mais tiens, écoute, Jean-Pierre, Jumia est rentré en bourse, j'ai acheté l'action à 19 dollars, aujourd'hui ils sont à 45. Je voulais me Waouh, dire, sérieux? ouais, Sérieux, de 19 à 45 aujourd'hui. ouais. En moins de combien? En moins En d'un. deux jours, ils sont montés à 45. Waouh, ça c'était de belles choses, de belles opportunités. Et quand je regarde aujourd'hui Jumia, quand je regarde à l'heure où je te parle, je suis sur mon téléphone, je regarde, l'action de Jumia est à 40 dollars. 40 dollars aujourd'hui. Bon, de 19 dollars américains à 40 dollars, c'est plus de 100% de bénéfice. Mais quelque part, je dirais, il y a quelque chose que j'ai appris que peut-être il y a des gens ne... Parce que les gens ont dit, oui, la première société, un truc africaine à être cotée à la bourse de New York. Alors, Jumia, c'est pas une société africaine, c'est pas une société créée par des Africains pour des Africains. Ouais, ça n'a pas été créé par des Africains. Mais Jumia, c'est une compagnie allemande. Jumia, c'est une compagnie allemande qui a investi en Afrique. Ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont dans le Maghreb et tout. Mais tu vois, c'était une excellente opportunité qui a été ratée. Maintenant, je ne sais pas si du pays, c'est sûr qu'il y a des plateformes sur lesquelles en fait les gens peuvent, chacun peut investir, hein, peut investir, peut acheter, avoir accès aux actions américaines. Mais ça encore, je dirais de faire très 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 attention parce qu'aujourd'hui il y a tellement de choses qui se donnent en ligne, tellement de formations, tellement de plateformes qui se créent. Les gens vont dire oui, mais oui, venez ici, nous on est bien et tout. Tu investis de l'argent, c'est une compagnie étrangère. Tu investis de l'argent, tu fais tes gains. Quand tu veux rapatrier tes fonds, ils vont dire, ah non, mais c'est compliqué. Tout ça. Il y a beaucoup d'arnaques. Ça, il faut faire vraiment, vraiment, vraiment attention à ça. Donc voilà. Donc on a le cas de Jumia. On a le cas des compagnies qui investissent dans le marché des devises. Il y a beaucoup de business comme ça. Moi, je dirais à quelqu'un qui veut investir, si la personne a un gros montant qu'il veut investir, je dirais c'est mieux de diversifier, d'acheter peut-être des obligations comme tu as dit par exemple les bons du trésor, d'en acheter un peu et puis garder. Puis bon, c'est sûr que
là, quelque part, tu sais que c'est un investissement sûr. Une portion, acheter des Oui, actions. Acheter une portion d'actions, puis à côté de ça, peut-être aller acheter peut-être une portion, investir peut-être un peu d'argent dans toutes les compagnies qui font dans les trucs de devises. Investir un petit montant là-bas et puis voir ce que ça va donner. Donc, mais c'est surtout de ne pas être gourmand. Parce que souvent, il y a des gens qui vont, je prends un exemple, ils vont investir. Je pense que j'ai regardé très rapidement les compagnies qui sont dans les devises là. Je pense que leur minimum de placement, c'est 250 000 francs CFA ou 300 000 francs CFA. Et les gens, ils vont aller investir, peut-être, ils vont mettre le minimum. Et je pense les termes, chaque mois, peut-être, il a son rendement qui rentre, ou bien il voit qu'à échéance, il a fait tout son argent. Donc, ou bien au bout de 2 mois, il voit que, ah, mais les gars, ils payent. Il va dire, ah, tiens, mais eux, là, ils payent bien. Ok, il va dire, écoute, Faisal, est-ce que tu n'as pas un peu d'argent là? Est-ce que tu vas me passer 2, 3 millions? Je vais investir dans un truc là. Il prend ça, woup, la compagnie disparaît. Là, il se retrouve dans la merde. Donc, c'est mieux d'investir un peu, un peu. On ne peut pas avoir l'info, on ne peut pas savoir ce qui va se passer demain. Donc, c'est mieux d'investir un peu, mettre une portion ici. Donc, dans les portefeuilles les plus risqués, mettre de l'argent que on sait que même si ça baisse, on peut toujours retirer une partie. Ça, c'est la meilleure façon. Ou bien si on perd tout, ben, que ça n'endommage pas notre vie. tout à Mais fait, je suis voilà. d'accord avec toi. C'est très intéressant et je pense, comme tu l'as dit, en matière d'investissement, c'est le risque. Tu calcules le risque et suivant, on va dire, ton appréciation du risque, tu pourras t'engager ou pas. Mais toujours est-il que on sait qu'en matière d'investissement, plus le risque est élevé, plus aussi tu as la possibilité de gagner plus gros. Mais dernièrement, on voit qu'il y a un domaine dans lequel on peut également investir et qui, bon, ce domaine-là particulièrement, dans notre zone, est vraiment à prioriser, notamment les startups. Les startups qui constituent en fait une façon, en tout cas pour l'Afrique, de révolutionner certains de ces secteurs. Et donc, si ce domaine-là bénéficie de financement, je pense ça va encore accélérer les choses. Mais dans le même temps, euh, on parle de jeunes et ambitieux, je pense. C'est un domaine qui nous concerne puisque en matière de start-up, c'est carrément la jeunesse qui tient ce volet-là actuellement et qui essaie d'innover, de faire de nouvelles choses. Euh, à ton niveau, qu'est-ce que tu as comme appréciation de ce domaine-là et qu'est-ce que tu peux avoir comme conseil aussi pour ceux qui voudraient s'engager là-dedans? Oui, le domaine des startups, c'est quelque chose de vraiment bien qui a félicité à encourager. Quand je regarde, en fait, bon, c'est des environnements propices, en fait, pour les startups. Et moi, je pense que c'est ça qui va vraiment révolutionner nos économies. C'est ça qui va vraiment développer ça. Et tu vas voir que il y a beaucoup il y a des structures qui ont compris ça et qui aujourd'hui mettent en place des possibilités en fait pour les personnes qui veulent se lancer dans ce domaine-là. Moi, j'ai vu des startups, j'ai vu des startups naître. Je connais personnellement des gens qui ont créé des structures, notamment à Ouagadougou, dans le domaine informatique, et puis ça va très bien, ça va très bien. Ils développent des applications, tout ça, et honnêtement, c'est un domaine encouragé. Nos gouvernements doivent c'est eux qui doivent en fait créer, parce que le gouvernement n'est pas là pour faire de l'argent. Un gouvernement, son rôle, c'est de créer un environnement propice au développement des activités. Donc, notamment assurer la sécurité la sécurité des citoyens, la sécurité des business. Donc, vraiment garantir un environnement propice. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, j'ai discuté avec des gens, il y a des gens qui ont peur, en fait, aujourd'hui, non pas qu'ils ont peur, mais qui ne veulent pas créer quelque chose parce qu'ils se disent que, ah, mais nos hommes politiques, si on développe quelque chose, en général, ils veulent toujours s'ingérer dans notre chose, ils vont vouloir nous racheter ça, ils vont vouloir nous mettre les bâtons dans les roues si on refuse de leur vendre et tout. Donc, il y a tellement de gens qui ont des ambitions de développer des choses. Donc, nos gouvernements doivent protéger les jeunes entrepreneurs. Moi, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui m'intéresse amplement, amplement. Et personnellement, moi, je dis,
je ne pense pas faire toute ma vie ici. Moi, je vais retourner un jour en Afrique, pas nécessairement au Burkina. Je vais retourner en Afrique et y développer des choses. J'y pense. Et puis, d'où l'importance pour moi quand même. Je pense qu'il est important pour et tous ceux de la diaspora qui sont loin du pays, qui veulent entreprendre des choses au pays, c'est de rentrer très souvent. Parce que souvent, on fait 10 ans à l'étranger, on ne rentre pas, et puis du jour au lendemain, oups, on apparaît au pays, on dit, voilà, je veux créer telle chose. Personne ne te connaît. Tu ne connais pas l'environnement, tu ne sais pas comment les choses se passent. Donc, il est important pour nous de rentrer par moments, observer, regarder ce qui se passe. Et voilà. Juste un exemple, en janvier dernier, je suis rentré à Ouaga, j'ai fait quelques jours à Ouaga, et puis je suis passé à Abidjan avant de revenir à Montréal. Abidjan, c'était ma première fois de ma vie d'aller en Côte d'Ivoire. Mais quand je suis allé à Abidjan, j'ai échangé avec des gens et juste en observant, juste dans le taxi pour me déplacer d'un point A à un point B, quand j'observais dans la ville, je sentais, je regardais tout ce que je voyais, je sentais qu'il y avait du potentiel, qu'il y a des choses à faire. Et c'est une ville qui est en plein essor. Les activités, ça pousse, ça se développe. En fait, ça avance. Et c'est des choses à ne pas négliger. Et quand aujourd'hui on regarde le domaine de l'agriculture, quand on regarde le domaine de l'élevage, quand on regarde le développement, surtout vous qui êtes en informatique notamment, le développement, l'automatisation des choses, parce que aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe ici, moi je prends plus le cas des institutions financières parce que c'est ce que je connais un peu mieux. Euh, les institutions financières aujourd'hui parlent beaucoup, la plupart des banques parlent aujourd'hui de transformation, automatisation. Donc, c'est de vraiment automatiser les choses. Moi, je discutais avec un ami qui m'a dit qu'il était rentré à Ouaga, il avait été embauché ici pour travailler sur des projets à Ouaga, et il me dit qu'il a dû former des gens sur des trucs basiques, Excel, tableau croisé dynamique, tout ça. Mais c'est des choses qu'il faut qu'on développe. Donc, il y a des gens qui peuvent créer des structures pour former les entreprises dans ce sens-là. Ça, par exemple, c'est un cas de business qui pourrait être développé. Former les gens sur tout ce qui est leadership, la gestion d'entreprise, déploiement, tout ça. C'est des choses qui sont importantes à faire. Mais pour revenir au cas des startups, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Il faut, je sais pas, tu as dû entendre parler d'une compagnie qui s'appelle Cofina. Cofina, eux, voilà. Effectivement. Cofina, eux, c'est une structure en fait qui finance en fait ils sont dans je pense, c'est c'est dans la mésofinance. C'est vraiment de financer toutes ces personnes-là, qui démarrent quelque chose. Et une fois, je suivais une interview je pense que c'est le PDG, Jean-Luc Conan, je crois, qui disait qu'il a pris une anecdote, il a pris un exemple que j'ai beaucoup aimé, et ce serait le monde idéal pour notre Afrique. Parce que il disait que la tante qui vend des tomates au marché, cette tante, elle veut peut-être agrandir son truc, elle veut avoir peut-être un petit magasin pour agrandir, mais elle n'a pas d'argent. Mais quelque part, eux, cette structure de mésofinance, ils sont là pour financer. Ben, c'est pas, je veux dire, c'est pas des petites entreprises, parce que eux, ils sont en bas même des petites entreprises. Donc, c'est d'aller financer ces structures-là pour qu'elles puissent développer de l'activité. Parce qu'on dit cette tante-là qui va agrandir son magasin, ça veut dire qu'elle pourra faire un chiffre d'affaires plus intéressant, donc dégager un bénéfice plus intéressant, et elle pourra faire des économies, puis grossir son business. Ça va lui permettre d'avoir de l'argent pour pouvoir envoyer son enfant à l'école. Cet enfant va aller à l'école, il va se former, l'envoyer dans les bonnes écoles, il va se former, il va revenir et il va développer le business, par exemple, de sa maman. Peut-être que elle est peut-être dans un marché quelque part à Ouagadougou, mais ils vont développer, je sais pas, une structure de production de tomates qui vont vendre au Burkina et qui pourront même exporter et aller même chez des partenaires en Occident. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il ne faut pas négliger. Et moi, je dirais à toute personne qui a un projet qu'il veut mettre en place,
est de commencer par écrire son projet sans penser déjà à la partie financement. Écrire ce projet et petit à petit se poser des questions pour développer ça. Notamment du côté de la finance, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais ça ne sera pas peut-être côté startup en finance, je n'ai pas vraiment encore pensé à ça, mais quand je pense startup, je vois vraiment tout ce qui est nos produits locaux, la transformation de nos produits ou bien la production même la production je sais pas, si quelqu'un peut produire je sais pas, du maïs ou quelque chose comme ça, mais transformer tes produits avant de les exporter ou bien notamment le beurre de karité. Quand on dit en tout cas du beurre de karité, par exemple, le beurre de karité, les noix de cajou, le coton, les graines de coton, tout ça, c'est des choses que des gens peuvent penser, développer quelque chose là-dedans. Un exemple, j'ai une amie, quand j'étudiais à Dakar, j'avais une camarade tchadienne qui, elle est en France actuellement. Et elle a développé un truc de beurre de karité, produit fait à base de beurre de karité. Et une fois, elle me disait, mais Jean-Pierre, je suis parti au Burkina, j'ai été à Saponé, j'ai rencontré des femmes, j'ai aidé des femmes là-bas à développer une coopérative dans la production du beurre de karité. Et elle dit que mais il faut aider ces femmes-là parce que c'est encore à l'état rudimentaire. Elles utilisent elles n'ont pas d'outils en fait pour travailler. C'est encore toujours basique. Il faut encourager ces femmes-là. Et donc des startups qui peuvent être créées dans ce sens-là, ça serait un atout parce qu'aujourd'hui, il y a des gens ici à Montréal, à Toronto, qui achètent du beurre de karité, qui produisent du savon ici, qu'ils vendent ici au Canada et que les gens achètent et qui se font beaucoup d'argent avec ça. Donc, le domaine des startups, c'est vraiment un secteur à encourager. Et moi, j'y pense. Et je pense à développer des choses. Personnellement, je pense à développer des activités, des activités agricoles, tout ça, au pays. Et puis, il ne faut pas avoir peur de la concurrence. Souvent, les gens vont dire que mais le marché est saturé. Le marché n'est pas saturé. Ça dépend de la façon dont tu fais tes choses, de ta stratégie. Tout à fait. Peut-être pour rebondir un peu sur le cas des startups, on dit très souvent c'est les gens qui sont d'un domaine carrément différent de l'informatique qui, en fait, quand ils se retournent dans l'informatique, peuvent facilement produire des choses qui sont révolutionnaires. À titre d'exemple, bon, mais ça c'était dans l'autre sens. On peut citer Elon Musk aux États-Unis. Bon, Elon Musk qui est bien sûr d'origine sud-africaine, mais qui maintenant réside aux États-Unis et qui est carrément américain depuis très longtemps. Alors, l'histoire de Elon Musk, c'est sur quoi je voulais faire référence, c'est quoi? C'est le fait que Elon Musk, c'est quelqu'un qui a beaucoup évolué dans l'informatique. Et à un moment donné, il s'est retourné dans le domaine de l'automobile. Il s'est intéressé à l'automobile. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que Elon Musk, qui est quelqu'un de l'informatique, a facilement vu la plus-value qu'on pourrait ajouter en utilisant les fibres optiques de l'informatique qu'on va introduire dans les automobiles. Et c'est ce qui a valu la sortie de Tesla. Tesla qui est l'une des voitures les plus révolutionnaires de notre siècle, qui est très rapide, tout simplement parce que il y a des technologies de l'informatique qui ont été utilisées au sein de ces automobiles-là. Alors que les compagnies d'automobiles habituelles qu'on connaît depuis des siècles n'utilisaient en fait que leur façon de faire avant qui n'était pas nécessairement plus optimale. Donc dans ce sens-là, je dirais que comme tu l'as souligné tout à l'heure, le côté finance, c'est vrai, dans l'immédiat, quand tu y réfléchis, peut-être il n'y a pas des exemples comme ça, mais avec le temps, peut-être dans le domaine de la finance, peut-être il y a des choses qui pourront être ressorties et qui, en combinant avec d'autres spécialités comme l'informatique, pourraient donner des trucs assez intéressants. Donc, pourquoi pas dans l'avenir trouver des projets sur lesquels on va collaborer ensemble. En tout cas, pour moi, ce serait quelque chose de formidable. Et pour continuer, peut-être si tu as quelque chose à ajouter ou... Ouais. Je vais te dire que, bon, quand tu en parles, il y a un truc qui me vient en tête, c'est du côté informatique, moi je dirais, oui, il y a une possibilité finance informatique, il y a une possibilité, par exemple, quand on regarde les institutions financières, ils utilisent des logiciels, des systèmes qu'ils utilisent, parce que quand je regarde ici, aujourd'hui notamment, mon emploi que j'occupe en ce moment,
c'est plus côté, c'est un truc informatique parce que de l'histoire de ce que j'ai appris, cette structure-là, comment est-ce qu'elle est née? Ce sont des Libanais qui étaient à Paris et puis il y a un qui était mathématicien et l'autre, je pense, il était informaticien. Et donc, le mathématicien a son ami qui travaillait dans une banque. Et donc, je pense le mathématicien demande à son frère de lui faire un truc simple, hein, je pense que c'était un truc Excel, pour calculer des trucs assez rapidement. Et donc, le gars a fait un truc basique. Il a fait un truc vraiment très, très, très basique qu'il a fait et il a envoyé, son frère a amené à la banque. Il l'a utilisé à la banque et apparemment, c'était génial. Les gens disent, waouh! Mais qu'est-ce qu'il a? C'est quoi ça? Et on dit, et là, le directeur a demandé, mais est-ce qu'il ne peut pas faire quelque chose de plus compliqué, de plus puissant, et on va le payer? Et le gars a développé un truc encore plus puissant, et c'est comme ça qu'ils sont partis, ils ont créé aujourd'hui Murex. Et quand tu regardes ce système Murex aujourd'hui, la plupart des grosses banques utilisent Murex, Goldman Sachs. La plupart des grosses institutions financières dans le monde, elles utilisent tout ce système-là, Murex. Donc, c'est une possibilité, c'est de développer des systèmes, parce que Murex, en fait, pour expliquer rapidement, c'est un système qui est utilisé, par exemple, par des traders où ils vont rentrer des transactions et la transaction suit tout un chemin à l'intérieur jusqu'à arriver aux équipes de la trésorerie, de la comptabilité, des équipes de back-office, ceux qui vont confirmer les paiements, ceux qui vont autoriser les paiements. Donc, c'est des systèmes qui sont reliés à des serveurs et tout transite dedans. Donc, c'est comme tout est centralisé. Il y a même des calculs automatiques, des calculs complexes mathématiques qui sont faits dans ce système-là. Donc, tu vois, des systèmes comme ça, c'est des choses qui pourraient être pensées, observées, regarder ce qui se passe dans les industries, par exemple. Un exemple, les industries bancaires, ou bien ça peut être même les petites compagnies financières. Regardez ce qui se passe dedans, identifier un besoin et développer des choses dans ce sens-là. C'est très possible. Et honnêtement, moi, je me dis, c'est un truc, en fait, c'est un gros potentiel. Parce qu'aujourd'hui, regarde, pour développer Murex, ils ont commencé d'une table Excel. Ils sont partis aujourd'hui. Murex, ça se vend à des millions et des millions de dollars par an. Beaucoup de millions de dollars pour pouvoir avoir la licence Excel. Donc, pourquoi pas? C'est sûr que s'il y a une éventuelle identification de besoins, de collaboration, de développement, de choses dans ce sens, bah, un jour, on pourrait arriver à développer quelque chose de puissant comme Murex. Tout à fait, tout à fait. Ok, super. Donc, on tire un peu vers la fin maintenant. Quelques questions avant de terminer. Et donc, quels sont les débouchés d'avenir du monde de l'emploi, selon toi, les métiers d'avenir? Alors, par rapport aux métiers d'avenir, moi je dirais que il y a des secteurs qui ne vont jamais sombrer, c'est la finance, l'informatique, la santé. En fait, je dis tout ce qui est un besoin vital, les télécoms, tout ce qui est développement de logiciels, tout ça, c'est des choses qui vont toujours évoluer. Donc, le truc, si quelqu'un veut, c'est de pas tout de suite regarder l'argent, mais se dire de quoi est-ce que les gens ont besoin. De quoi est-ce que les gens ont besoin les gens ont besoin de faire fructifier leur argent, donc la finance. Les gens ont besoin de développer des outils informatiques. Aujourd'hui, on parle peut-être de cloud et tout, en informatique. La santé, ça va toujours évoluer. Donc, santé, ça ne veut pas forcément dire aller faire de la médecine et tout, mais ça peut être dans tout ce qui est consommables médicaux. Donc, il y a des gens qui peuvent travailler dans ce secteur-là. Il y a les métiers comme l'automobile. C'est des trucs qui vont toujours continuer d'évoluer. Donc, c'est de voir vraiment les trucs qui vont continuer de fonctionner dans 50 ans, dans 100 ans. Et quand on regarde aujourd'hui tout ce qui se passe, c'est principalement ce que je viens de citer en fait. Donc, Ok, super. Merci beaucoup. À présent, j'aborde les 3 dernières questions. Quelles sont les littératures que tu recommanderais pour un développement personnel, un développement professionnel ou technique de soi-même? waouh, ça, tu viens toucher mon deuxième secteur, mon deuxième centre d'intérêt. Ah bon? Ah oui, ça, c'est mon deuxième centre d'intérêt. Ok. Donc, je vais, donc, je vais déjà, là, je vais me diriger vers ma bibliothèque et je vais te dire ce que je suggère. Alors, le tout premier, comme développement personnel, le tout premier livre
que je vais suggérer à toute personne de lire, c'est Père riche, Père pauvre. Super, Ça, super c'est, livre de Robert Kiyosaki. voilà, de Robert Ouais. Kiyosaki, ça, c'est un classique. Et ce livre-là, il faut le lire. Il faut absolument le lire. Moi, je l'ai en audio. Je l'ai écouté plus de 10 fois. Je l'ai lu 2, 3 fois. Après, je l'ai écouté plus de 7 fois. J'ai acheté le livre. Je l'ai lu. J'ai continué d'écouter les audios et chaque fois que j'écoute, j'apprends de nouvelles choses. Donc, ça, c'est un classique. Et Robert Kiyosaki, c'est un excellent auteur qui a beaucoup d'autres livres. Je pense aujourd'hui, bon, c'est sûr qu'on dit jeune et ambitieux, mais on est tous à certainement des étapes où certains ont des enfants, certains vont se marier, certains sont mariés, certains vont avoir des enfants bientôt. Il a un livre, un excellent livre sur l'éducation financière des enfants. Ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, moi, je regarde chez nous, euh, ici, quand je regarde, je vois des jeunes de quoi? De 16 ans, 17 ans. Ben, tu le vois avec un iPhone, mais c'est pas ses parents qui lui achètent son iPhone. C'est lui-même qui s'est acheté son iPhone parce qu'il a commencé à travailler, il a su économiser, il a su, voilà. Donc, Robert Kiyosaki. Un. Deuxième livre que je vais suggérer, je dirais euh, Droit au but. Ça s'appelle Droit au but. C'est de Georges Zalouki. C'est un excellent livre. Un troisième livre que je vais suggérer, je vais dire Les 21 lois irréfutables du leadership. Ça, c'est de John Maxwell. Il a beaucoup de vidéos sur YouTube. Tous ces auteurs ils ont des vidéos sur YouTube. Donc, les 21 lois irréfutables du leadership. Et je dirais à l'occasion à toutes les personnes qui s'intéressent au leadership, qui veulent vraiment en apprendre, John Maxwell, c'est un auteur vraiment ouf. Moi, j'ai lu plein de ses livres. Il y a les 5 niveaux de leadership qui apprennent un peu quand tu arrives dans une structure, bon voilà, comment est-ce que tu interagis avec les gens, même jusqu'au milieu familial. Il y a un niveau de leadership que tu développes avec tes enfants, avec ton épouse ou avec ton mari. Il y a tout ça avec les parents, tout ça. Il y a du leadership dedans, du leadership partout. C'est très bien. Et donc, les auteurs, donc pour parler des auteurs, donc, John Maxwell, Robert Kiyosaki, c'est des auteurs qu'il faut vraiment, il faut absolument lire. Et en passant, il y a plein d'autres livres. Hein. Il y a des livres comme de Paulo Coelho, L'Alchimiste. Il y a des livres comme Les 7 habitudes des personnes qui réussissent à haut niveau de Stephen Covey. Donc, il y a vraiment toute une bibliographie en fait intéressante qu'il faudra lire. Et puis bon, s'il y a des suggestions, si les gens veulent encore d'autres choses, en fait, je pourrais toujours suggérer. J'en ai lu plein, 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 plein. Et puis, c'est un secteur qui m'intéresse amplement. Dernièrement, j'ai commencé à m'intéresser à la loi de l'attraction. Ok, super. La loi de l'attraction également, il y a un livre et il y a même un film là-dessus, assez intéressant. Mhm. Et bon, pour revenir un peu aux 3 livres que tu as cités, il y a le premier que je connaissais, le dernier de John T. Maxwell. John C. Je peux dire John Maxwell tout court. John Maxwell. Ok. Ces deux-là, je ne les connais pas, mais je pense que c'est des auteurs également que je vais essayer de retrouver à la librairie Mhm. et très rapidement essayer de comprendre ce qui est exposé là-dedans. Ouais. Merci beaucoup en tout cas pour ces recommandations. Alors, est-ce que tu as un proverbe, une citation, une anecdote ou une phrase d'accroche qui t'encourage et te motive particulièrement que tu voudrais partager avec nous? Euh, je dirais une phrase d'accroche, je dirais, bon, il y a une phrase que mon père m'a souvent dit. Il m'a dit, si tu vois un serpent qui est gros, c'est parce qu'il s'est caché. Pour dire, c'est une leçon d'humilité, c'est-à-dire que dans la vie, il faut rester focus sur ce qu'on veut, sur ce qu'on a comme ambition. Et quand on arrive à atteindre ces objectifs, il ne faut pas dire oui, j'ai réussi ça, donc voilà. Non, il faut rester toujours humble et puis ne pas se comparer à quelqu'un. Il faut être son propre
fixer ces défis sur notre propre personne. C'est-à-dire que si j'atteins un niveau, je dis, bon, OK, prochaine étape, je veux atteindre telle chose. Mais il ne faut pas regarder son voisin et dire que, ah, lui, il a fait ça, donc je veux faire ça. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu un mindset, en fait. Et puis surtout, être toujours positif. Ouais. Wow, brillant proverbe, vraiment. C'est très remarquable. Merci beaucoup. Alors, pour terminer, je m'en vais te demander comment est-ce que les membres de la communauté peuvent te contacter au besoin. Sur quelle plateforme est-ce que tu souhaites que si éventuellement il y a des gens qui veulent te contacter, comment est-ce qu'ils peuvent le faire? Par quel canal? Je suis assez disponible, donc on peut me contacter via Facebook, via Messenger. Bon, j'y vais par moment. Bon, je traîne pas beaucoup. Mais LinkedIn, en tout cas, pas tous les réseaux sociaux, en tout cas, LinkedIn, Facebook, par WhatsApp, je suis assez, par email, je suis très réactif par email. Pour mon Facebook, en fait, si on tape Jean-Pierre Damboué, on me trouvera. Sinon, donc je dis Facebook, et LinkedIn aussi, c'est Jean-Pierre Damboué. Voilà. Ok. Donc, Ok. LinkedIn, c'est Jean-Pierre Damboué. Donc, la personne peut m'envoyer un message rapide. Parce que souvent, on reçoit beaucoup de demandes, tu n'as pas le temps de regarder, d'accepter toutes les demandes et tout. Donc, si la personne envoie un petit message rapide, au moins je sais qui c'est, tout ça. Et puis bon, rapidement, je réponds, quoi. Après, je suis plus dans ma boîte de messages que sur les demandes, en fait. Voilà. Ok, parfait, Ouais. ça marche. Vraiment, ce fut un très grand plaisir d'échanger avec toi sur ce parcours-là. Moi personnellement, j'ai beaucoup appris et je pense que ce sera pareil aussi pour la plupart de ceux qui vont nous écouter. Et on voudrait vraiment te remercier pour ce temps qui nous a été consacré. Et comme je le dis très souvent, il n'est pas accepté que, voilà, s'il y a d'autres sujets sur lesquels on peut débattre, qu'on fasse appel à toi encore pour essayer d'échanger, éventuellement éclairer certaines choses pour la communauté. Donc sur ce, c'est le mot de fin. Qu'est-ce que tu as à dire à la communauté? Alors, tout d'abord, moi, je te remercie d'avoir porté ton choix sur moi. Et c'est un réel plaisir de pouvoir partager ce que j'ai comme expérience avec des gens. J'espère que ça va servir, ça va aider certaines personnes. Et puis, comme j'ai dit, je suis assez disponible pour apporter des éléments de réponse. Je ne connais pas tout, mais je pourrais toujours référer des gens à la bonne ressource pour avoir des réponses à leurs questions. Et encore à toi, je te dis grand merci d'avoir créé cette plateforme, en fait, parce que ça va permettre à beaucoup de gens d'avoir de l'information que nous, on n'avait pas quand on débutait les études universitaires, ou bien quand on a commencé à travailler, ou quand on voulait aller à l'étranger. Donc, il y a pas mal de choses que les gens pourront apprendre et vraiment, c'est une richesse, en fait. Et vraiment, j'encourage toutes les personnes qui vont écouter ça, s'ils ont des ressources, en fait, qu'ils puissent toujours te les référer pour qu'on puisse, c'est comme ça, en partageant de l'expérience, en partageant que les choses pourront bouger. Et comme on aime à le dire, seul, on peut aller vite, mais ensemble, on va loin. Donc, sur ce, merci à tout le monde, bon succès à tous et que vraiment, que Dieu nous garde. Merci à toi, Jean-Pierre, et à très prochainement pour d'autres occasions. Ça me fera plaisir de débattre sur notre sujet.